petite place. Ça va? Ça va, t'as passé une bonne journée? Oui. Tu vas me laisser un tout petit peu de place? Non. Bon, je reste sur le bord du lit, mais regarde, j'ai une fesse dans le vide. Qu'est-ce que tu veux qu'on lise? Sam Sam? C'est Sam Sam. Ah, Louis, il est sous ton lit. Ah. C'est ça, Sam Sam? Alors. Ah bah Sam Sam. Sam Sam, le plus petit des grands héros. Une famille en or. Salut, moi c'est Sam Sam, le plus petit des grands héros. Hé, attends-moi. Et lui, c'est Sam Nounours, mon fidèle compagnon. Il est peureux, mais affectueux. Lui, c'est mon papa, Sam Papa. Méga costaud. Méga costaud. Mais nul comme mécano. Un petit coup de main, pas? Elle, c'est la plus belle. Ma Sam Maman. Elle est douce, mais si on l'embête, c'est pas la fête. Ça date de quand, ma chérie, ça? Oui, je continue. Puis, il y a Papy Albert, mon Sam grand-père. Tu fais quoi, Papy? Oh, je construis un tartineur de biscottes. C'est joli, dit Papy Albert, mais ça ne sert à rien. Puis, il y a grand-mère Mamie Molette. Elle est très chouette. C'est la championne du monde des tartes. C'est la championne du monde des tartes. C'est qui t'a offert ça, ma chérie? Ah, c'est Mamie? Ah, super. Oui, mais je finis, oui. Alors, donc, dans ma famille, on ne se chamaille pas, sauf pour la tarte au chocolat, mais on s'aime, on finit par partager, sauf cette fois, Mamie Molette s'est trompée, poids, beurre, c'est salé, je me suis trompé. Allez, voilà! Allez, c'est fini! Bonne nuit, et dodo maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Sympa cette histoire. Ouais, j'ai enchaîné quelques clichés là. Papa est méga costaud. Maman est très belle. Papy bricole et mamie fait des tartes. Alors des clichés, on appelle ça aussi, dans ce cas précis, des stéréotypes de genre. Le genre, vous savez, c'est ce groupe dans lequel on vous range dès votre plus jeune âge. Il y a deux genres, c'est binaire. Le groupe des hommes ou le groupe des femmes. Ça souffre d'aucune subtilité. Le genre, bon, c'est une construction sociale. On vous place dans un genre en fonction de vos caractéristiques sexuelles secondaires, du timbre de votre voix, de votre démarche, et après ça, d'autres éléments signifiants. Et on associe à ces genres, des caractéristiques. Moi, j'appartiens au groupe des hommes. C'est là pour m'arranger. Les caractéristiques du groupe des hommes, on en connaît quelques-unes, il y en a eu quelques-unes ici énoncées, qui sont forts, la force physique, le courage, peut-être d'être bricoleur, le fait de ne pas se laisser dominer par ses émotions, d'être rationnel. Et je vous ai dit, c'est une construction sociale, donc ça nécessite un formatage. Et ce formatage, on appelle ça la socialisation. Et moi, ce soir, je vais vous parler de ce que j'ai ressenti, de ce que je comprends de la socialisation masculine, de la fabrique des garçons. Alors, j'ai peu de souvenirs de processus de socialisation qui s'est appliqué à moi. Disons que les souvenirs les plus anciens remontent au collège. J'entre dans la cour du collège et la première chose que je vois, c'est cet immense terrain de basket. Et tous ces garçons qui courent. Et qui jouent au basket, forcément ils ne courent pas autour de ce dos. Alors, moi j'ai l'impression qu'il occupe tout l'espace. Il y a une géographe du genre qui s'appelle Edith Marvé-Joulz, qui a fait une étude auprès des garçons et des filles dans les écoles et dans les collèges, dans les lycées aussi, plus dans les écoles et dans les collèges. Et en les interrogeant, elle s'est rendue compte que pour tous,
le terrain de foot, ou en l'occurrence le terrain de basket, occupait une place centrale. Alors que, et c'était la perception aussi que j'en avais, alors que dans mon collège, je suis retourné quelques années après, il occupait plutôt une place, voilà, un peu en décalé, mais c'était le principal équipement. Alors moi, le basket, c'était pas mon truc. J'étais avec mon pote Robin, et nous, bon, voilà, déjà le sport, alors le basket, alors j'ai essayé en seconde, hein, contraint et forcé, dans le cadre du sport, quoi, tout simplement. Bon, déjà, je faisais 1m40, moi, en seconde. J'ai une puberté assez tardive. Et ce dont je me souviens, c'est d'un panier qui était, mais qui me semblait être le Kilimanjaro, quoi, et d'un ballon, mais qui était lourd, super lourd et super dur. Et voilà, je jouais, puis jamais ça n'atteignait le panier. Alors bon, au collège, pas de basket. Et avec Robin, on avait trouvé un espace qui, voilà, nous correspondait plus. C'était une salle de jeu qui était au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Et là, on se régalait, on passait des récrés à jouer aux échecs, à des jeux de stratégie, beaucoup de jeux de stratégie, des jeux de dames, puis un autre truc qui s'appelait Reverso, il fallait tourner des pièces. Enfin, tout ça, c'était à peu près de la même famille des jeux de stratégie. Dans le terrain de basket, très peu de filles, beaucoup de garçons. Vous en tous sens, je vous l'ai dit. Dans la salle de jeu, très peu de filles, des garçons, beaucoup de lunettes, beaucoup de paires de lunettes. Et où étaient les filles? Alors, il y avait un espace quand même, un endroit où il y avait pas mal de filles, et d'ailleurs, mes parents m'y avaient inscrit, ils m'avaient dit, tu iras en 6e musicale. Mais papa et maman, je ne sais pas faire de musique, moi, eh ben, tu feras comme tout le monde, tu joueras du flutio. Classe de musique. Bonjour à tous. Alors, je suis Madame Selma Ferrer, voilà, votre prof de musique. Alors, en premier cours, on va disposer la salle parce que chaque année, il y a des nouveaux instruments. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de flûtistes. Tout le monde a sa flûte. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je la cherche, madame. C'est quoi ton prénom? C'est Laurent. Ah, ça y est, je l'ai trouvé, ma flûte. Très bien, super. Alors, les flûtistes, vous êtes nombreuses, parce qu'il y a beaucoup de filles. Hein. Vous allez vous mettre dans les premiers rangs. Voilà, tout va bien se passer, bienvenue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah, bonjour. Maxime. Maxime, tu joues du trombone. Ouh, gros instrument. Eh ben, Maxime, c'est Bastien. Bastien, tu joues de la batterie. Ah oui, alors alors les flûtistes, poussez-vous un peu, on va faire de l'espace pour la batterie et puis pour le trombone. Voilà, vous allez vous mettre en place centrale. Là, voilà, là, la batterie, installe-toi. Oui, c'est volumineux, oui, t'es venu avec, tu fais de la batterie, tu fais de la batterie. Voilà, tout le monde est... Ah non, il reste... Bonjour. Fallait vous... oui, je vous avais pas vu. Juliette et Séverine, et vous jouez du violon. Ah oui. Eh ben, on va... Oh, ça tient pas. Heureusement, c'est pas de la contrebasse, hein. Eh ben, vous allez vous mettre derrière les flûtistes, là-bas, un peu dans le coin. D'accord. Bon, alors, je vous préviens, par contre, ce sont voilà. Alors, vous allez voir, le trombone, la batterie, ça pose un rythme, donc on va souvent s'aligner plutôt sur Maxime et Bastien. Ça vous pose pas de problème, les flûtistes? Non, ouais. Même en classe de musique, cette classe où mes parents m'avaient dit, tu verras, on va t'inscrire là parce que c'est une classe calme. Même là, moi, ce que je voyais, c'était 2 mecs, 2 garçons, occuper une place centrale. Et finalement, dans tous ces espaces du collège, ces garçons qui occupaient une place centrale, ils étaient en train de dessiner quelque chose. Ce qu'on appelle, ce que quelqu'un a appelé, et elle s'appelle Raymond Connell, le masculin hégémonique. Raymond Connell, c'est une chercheuse australienne qui a beaucoup travaillé sur les inégalités, notamment sur les questions de genre, sur les questions de classe sociale, et aussi sur les rapports nord-sud. C'est quelqu'un dont le travail est vraiment traversé par ces questions-là. Et elle définit ainsi le masculin hégémonique comme cette stratégie qui est mise en place par les hommes
et par les structures qu'ils représentent pour asseoir leur domination. Mais une stratégie en un lieu donné et à un moment donné. Ce n'est pas quelque chose de figé. Et là, en l'occurrence, que ce soit dans le terrain de basket, en classe musicale ou dans la salle de jeux de société, eh bien, c'était des masculins différents qui occupaient l'espace central. Des masculinités différentes. Mais la socialisation masculine, elle hiérarchise les masculinités. C'est-à-dire qu'il y avait ces trois espaces, avec des hommes qui occupaient des places centrales, et tout un tas de masculinités qu'on va juger non conformes, qui étaient invisibilisées, en plus des femmes. Mais alors pourquoi, finalement, cette socialisation qui crée, qui entretient des espaces centraux pour les hommes, quel est son but? Est-ce qu'il y a des privilèges à être un homme? Louise! Allez, les gants! Oh non, il y en a partout! Oh. Ça, c'est ma fille, c'est sa façon à elle de casser les stéréotypes. Elle fout le bordel et c'est moi qui range. Je disais donc les privilèges masculins. Hier, Louise m'a demandé un dessin animé. Alors, on s'est installé on a ouvert la plateforme Netflix, on est sur Netflix, pas pour faire de la pub, il y a d'autres plateformes. Nous, on est sur Netflix. Et, eh bien, les deux dessins animés qu'elle aime beaucoup en ce moment, c'est deux dessins animés. Le premier, c'est Robocar Polly. Et le deuxième, c'est Pat' Patrouille. Alors, Pat' Patrouille, c'est l'histoire de 5 chiens qui vivent des aventures extraordinaires. 5 chiens. Sur ces 5 chiens, il y en a 4 qui sont de genre masculin. Le premier, eh bien, c'est un pompier. Le deuxième, c'est un policier. Le troisième, il conduit un aéroglisseur. Et le quatrième, il conduit un bulldozer. Et le cinquième, associé au genre féminin, elle porte un uniforme de couleur rose et elle est secouriste. Elle conduit un petit hélicoptère. Dans Robocar Polly, 4 personnages qui vivent des aventures extraordinaires. Les véhicules. 3, majoritaires, sont associés au genre masculin. Le premier, c'est un camion de pompiers. Le deuxième, c'est un véhicule de police. Le troisième, c'est un bulldozer. Et le quatrième, eh bien, il est de couleur rose. C'est un hélicoptère, mais un hélicoptère ambulance. En tant qu'homme, je suis surreprésenté dans les médias, l'histoire, les postes de direction, le sport. En tant qu'homme, la langue française me conforte. Encore un peu. Pas mal. Ça bouge difficilement, parce que le masculin l'emporte. En tant qu'homme, j'ai plein de modèles valorisés et valorisants dans les dessins animés. Et surtout très très peu de blagues qui me concernent en tant qu'homme. Hier, encore, vous allez me dire tout est hier. Oui, parce que j'avais pas d'autre date. Hier, je suis allé chercher Louise à l'école. Elle est rentrée avec les collants qu'on lui avait mis, troués encore. C'est saoulant, franchement, la fin. Collants, quoi. À chaque fois, on en change de paire, c'est pas possible. Pas faire un peu attention. C'est fragile, un collant. En tant qu'homme, je suis encouragé à m'exprimer physiquement, à explorer.
On me considère naturellement, quand je mets naturellement entre guillemets, c'est bien sûr que comme le reste, c'est une construction sociale, comme un leader potentiel. Non, pardon, excusez-moi. Meilleur comme étant meilleur en sciences. J'ai moins besoin de travailler. En tant qu'homme, on me demande moins de veiller sur les autres. J'ai beaucoup de balais parce qu'il y a beaucoup de Lego. En 2008, j'ai été recruté, c'était mon premier poste, en tant que responsable vie littéraire à la bibliothèque départementale de près de Savoie et Haute-Savoie. Alors c'est comme ça le titre paraît pompeux. En fait, c'est une grosse bibliothèque qui aide les plus petites bibliothèques à créer des outils d'animation, à prêter des livres. Et donc c'était mon premier entretien. Et la personne qui m'a recruté était la directrice de la structure, qui s'appelait Marion. Et dès lors de l'entretien et après pendant les 5 ans pendant lesquels j'ai travaillé avec elle, j'ai été subjugué par cette femme. Elle était hyper charismatique, hyper intelligente. Elle avait surtout, et c'est ce qui me fascinait, elle avait une vision du service public qui était extrêmement ambitieuse. Et puis surtout, elle avait ce truc que moi j'adore, cette espèce d'humour noir, un peu cynique, mais qui moi me plie en deux. Eh bien, pendant 5 ans, à chaque fois qu'il y avait une altercation dans une relation hiérarchique, avec les subalternes, et que moi, je descendais à la cuisine discuter avec eux, systématiquement, j'entendais « Mais enfin, tu vois, elle est froide, hein? Ça doit être bizarre la relation qu'elle a avec ses enfants. Ça doit être bizarre la relation qu'elle a avec ses enfants. » En tant qu'homme, à poste égal, je suis mieux payé. En tant qu'homme, on me considère naturellement, je l'ai fait tout à l'heure, mais ça a marché aussi, comme un leader potentiel. Or, bien sûr, métier, extension du foyer. En tant qu'homme, dans le cadre du travail, je peux envisager sereinement, que ça ne pose aucun problème, de fonder une famille. Marco, ma femme, ça fait un peu la mère de ma fille, a accouché de notre fille Louise en 2015. Elle vous raconterait bien mieux que moi à quel point ça a été difficile. Peut-être qu'un jour elle fera une conférence sur les violences obstétricales. Moi, je peux juste vous dire ce que j'ai ressenti et vu en l'accompagnant, en la soutenant. J'ai vu quelqu'un qui était très peu écouté. J'ai vu quelqu'un qui était infantilisé pendant cet accouchement. J'ai vu déjà un accouchement qui était un acte ultra-médicalisé. J'ai vu quelqu'un qui a souffert sur la péridurale et qu'on n'a pas écouté quand elle disait qu'elle souffrait. J'ai vu quelqu'un, enfin, qui a, après un accouchement qui s'est fait par césarienne, eh bien, s'est vu culpabilisé par le milieu médical et d'ailleurs s'est senti dans l'obligation d'allaiter ensuite pendant plus d'1 an. En tant qu'homme, mon corps... Vous avez vu, je ne suis pas très bon bricoleur. Encore une façon de casser les stéréotypes de genre. En tant qu'homme, mon corps a été bien mieux et continue à être bien mieux étudié par le milieu médical. Mes souffrances aussi. En tant qu'homme, il est rare que je me préoccupe de contraception dans le cadre de relations hétérosexuelles. Et enfin, je dis enfin, mais il y en a d'autres, si je suis de mauvaise humeur ou si je perds pied, jamais on ne met ça sous le compte de ma biologie. On m'avait dit qu'il est bancal. Je vous le remets, hein, comme ça vous pouvez bien le lire. C'est l'école qui est bancale. On va mettre comme ça. Bon voilà, il n'y a que ceux qui sont là qui pourront lire, c'est-à-dire pas grand monde. Ouais. C'est bien. Bravo. Merci, j'ai tout donné. Hier sur Facebook, j'ai ri parce que j'ai vu une photo
C'était une petite fille qui était de dos et elle avait une couette. Et cette couette, c'était pas un élastique qui est noué, c'était en fait un de ces colliers en plastique, vous savez, qu'on utilise pour associer deux tubes en plomberie, hein, un collier de serrage. Voilà. Et la légende, c'était, ce matin, c'est papa qui m'a coiffé. Et de deux. En tant qu'homme, eh bien, je suis naturellement un peu maladroit avec les enfants. Mais franchement, souvent je fais de mon mieux. En tant qu'homme, je ne suis naturellement pas bien fait pour tenir un foyer. Bah oui, je peux pas penser à tout. Et puis surtout, franchement, c'est ce que c'est. On doit faire deux choses en même temps. Genre respirer et préparer le sac de ma fille. Bah. Par contre, si je m'implique, oh là là! Ah, il est bon, hein? En tant qu'homme, je fais ce que je veux de mes poils. Bah oui. C'est de mieux en mieux. Je suis assez libre de porter les vêtements que je veux. Hein, au pire, je suis pas très bien fringué, au mieux, je suis classe. En tant qu'homme, vieillir ne me disqualifie pas. Bon, franchement, ça veut dire que j'ai de l'expérience. Je vous l'ai dit, avec Margot, on est de jeunes parents. Alors ça veut dire que c'est pas foufou. Mais ce qui est sûr, c'est que parfois, ça nous arrive. Et je dois dire que quand on fait l'amour, souvent, eh bien notre relation s'arrête après mon orgasme. En tant qu'homme, je ne vis pas avec la crainte d'être agressé sexuellement. Les idéaux de beauté de mon genre ne font pas de moi naturellement un objet sexuel. Et surtout, dans les relations hétérosexuelles, je peux avoir plusieurs partenaires sans être discrédité. Ça fait beaucoup, hein? Ça tient de la place? C'est pas évident d'en avoir conscience dans la globalité. Parce que on peut en bénéficier sans les avoir forcément demandés. Ils ont des caractéristiques, ces privilèges. D'abord, ils sont systémiques. Ça veut dire qu'ils s'exercent à l'ensemble de la société. On peut connaître ici ou là des gens qui ont réussi à les désactiver dans des relations interpersonnelles, mais quoi qu'il en soit, ils régissent la société dans sa globalité. Ensuite, eh bien, qui qu'on soit, on en bénéficie. En ça, ils sont non discrétionnaires. C'est-à-dire que même un militant féministe, qui a réussi lui aussi à en désactiver quelques-uns, dans des relations interpersonnelles, de toute façon, en bénéficie. Et puis enfin, ils sont liés à une absence de discrimination. Cela veut dire que ça ne nous permet pas forcément d'avoir une vie fantastique. Ça n'est pas synonyme d'une vie fantastique. Mais à situation égale par ailleurs, un homme sera avantagé par rapport à une femme. Alors moi je vous l'ai dit, j'étais dans ma salle de jeu, et pour moi le masculin hégémonique, celui qui occupait l'espace central, c'était ceux qui étaient en train de se dépenser sur le terrain de basket. C'était pas moi. Moi j'étais discret, j'étais presque en sous-sol, en train de jouer à mes jeux de société. J'ai fait du théâtre. Et mine de rien, moi aussi j'ai appris, j'ai été formaté pour savoir occuper à des moments une place de masculin hégémonique. J'en ai pris conscience en 2011. En 2011, j'ai été recruté comme directeur de la fête du livre de jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux. J'ai passé un entretien et
m'installe pour l'entretien. En face de moi, 5 femmes et un homme, tablés. Je ne sais pas qui est qui, et l'entretien démarre. C'est courtois, c'est agréable, j'ai l'impression de pas mal me défendre. Et à un moment, l'homme qui jusque-là n'avait pas pris la parole, m'interpelle et m'attaque. En me disant, oui, alors j'ai l'impression que vous faites de la communication, l'alpha et l'oméga de votre politique culturelle, mais ça n'est pas ça, la fête du livre c'est autre chose. Alors, non, bah, moi j'ai dit que c'était l'alpha et l'oméga de ma politique culturelle, je crois que vous n'avez pas bien entendu, et je me défends. Et puis l'échange continue comme ça, c'est âpre, mais je me démonte pas. L'entretien se termine, je sors, puis je regarde l'organigramme, je me dis, mais bon, qui est ce vieux là qui m'a attaqué? C'est le créateur de la fête du livre. Il a été le président de la fête du livre pendant très longtemps. Très longtemps. J'appelle ma mère, je dis, bon écoute, c'est cramé, je me suis frité avec la seule personne avec laquelle à mon avis il ne fallait pas se friter, on oublie. Une semaine après, je reçois un coup de téléphone de la présidente à ce moment-là, et qui me dit que je suis donc recruté en tant que directeur de la fête. Il m'a fallu du temps pour comprendre les mécanismes qui avaient été à l'œuvre. En fait, j'ai compris que le conseil d'administration de la fête du livre, majoritairement féminin, souhaitait se débarrasser de l'emprise de celui qui en avait été le directeur, fondateur, président, maître du monde. Et qu'en m'opposant à lui, j'avais démontré, et c'était facilité par le fait que j'étais un homme, eh bien que j'avais de quoi me bouter hors de la fête du livre. C'est ce qu'on attendait de moi. C'est ce qu'on a eu de moi. C'est-à-dire que dans les premiers temps, eh bien, j'ai tenu cet homme à l'écart de la structure. On attendait de moi aussi de tenir les finances, de faire de la politique, parce qu'il fallait défendre la fête du livre auprès des institutions. Et pendant 6 ans, je me suis enfermé, on m'a assigné à ça aussi, mais je me suis enfermé, avec une forme de conscience peut-être limitée, mais dans ce rôle de directeur, chargé du management, chargé de la technique, chargé des finances, chargé de la politique. Moi, j'étais venu faire de la littérature, j'ai pas fait du tout de littérature. Pire que ça, je me considère comme quelqu'un, qui n'est pas non plus complètement coupé de ses émotions. Et je m'entends dire encore dans ma relation managériale, parce que je devais aussi être attentif à ce qui se passait au sein de l'association, dire à ma collègue, franchement, les bénévoles, majoritairement des femmes, faut qu'elles arrêtent, quoi, là, c'est larmoyant. Puis franchement, allez, si on pouvait être un peu rationnel, là, professionnel. Coucou. Ça va? Oui, ouais, elle dort. Ouais, non, ça s'est super bien passé. Qu'est-ce que... je range là. Oui, c'est le bazar. Oui, pour l'instant c'est le bazar, mais je vais ranger. Ça s'est bien passé? Oui, alors ça y est, t'es un Stitch maintenant. Ah, super. Et t'as eu des cadeaux? Super. T'as eu quoi? L'incroyable usine à fabriquer les maîtresses. Toto veut être pompier, Juju veut être vétérinaire de chevaux, Polo veut conduire des avions, et Samira aimerait être infirmière. Mais Margot, c'est sexiste, ça. Mais non, mais tu peux pas accepter un cadeau... Tu peux pas faire rentrer ça dans la maison. Comment ça, je te saoule, mais... Non, mais tu peux pas, Margot. Margot, le privé politique. Le privé politique. Le privé politique, c'est ce slogan féministe qui est né dans les années 60 aux États-Unis. À la base, c'était des regroupements de femmes qui discutaient entre elles des difficultés qu'elles connaissaient au sein de leur foyer, des oppressions qu'elles subissaient, oppressions masculines. Et les féministes, dans les années 60 aux États-Unis, se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une portée politique à ce qui était exprimé dans ces cercles de parole. Et que finalement, ça pouvait aussi dire des choses du fonctionnement de la société. Et c'est en ça qu'elles ont créé ce slogan,
le privé et le politique. Le privé et politique. Alors, je ne vais pas vous le faire hier, je vais vous dire, samedi dernier, on était chez des potes. On aime bien faire ça avec nos enfants, on se retrouve tous. Les enfants jouent ensemble, et puis nous, on est en bas. Donc là, on était chez un ami commun à tous, et nos enfants étaient à l'étage, et nous, on était en bas, à discuter avec Margot et d'autres parents. Et à un moment, mon pote Imre, qui était avec les enfants, m'interpelle. « Eh, dis donc, le féministe de mes deux !» C'est à moi qui parle. Ah, c'est... Oui. Oui, c'est toi, le féministe de mes deux, tu sais, oui, oh non, on a refusé un canon de pompier à ma fille. Non. Ta fille vient de refuser de jouer avec les voitures de mon fils au prétexte qu'elle était une fille. Quoi? Ton fils a refusé de jouer avec ma fille, avec ses voitures, parce qu'elle était une fille? Non. Écoute, c'est ta fille, ta propre fille, qui a refusé de jouer avec les voitures de mon fils au prétexte qu'elle était une fille. Je monte à l'étage. Louise, coucou. Louise, prends les voitures des vannes. Tiens, prends les voitures des vannes. Pourquoi tu veux pas jouer avec les voitures des vannes? Je veux pas jouer avec les voitures des vannes parce que je suis une fille. Non. Non, je t'aime. Dans la voiture, Margot, tu te rends compte? Elle a refusé de jouer avec les voitures des vannes parce que c'est une fille. On fait quoi, Margot? On fait quoi? Comment ça, c'est pas grave? Enfin, c'est pas grave, mais... Oh bah d'accord, c'est pas grave. Bah ouais, pour moi c'était grave. C'est aussi grave que de faire rentrer un livre. Puis j'attendais un livre sexiste. Puis j'attendais de Margot. J'attends même de Louise. Qu'elle me mette sur la voie, parce que moi j'ai découvert, j'ai pris conscience de tout ça. Et je me dis, je suis empêtré dedans, il faut qu'on m'aide, il faut qu'on me dise quoi faire. Et j'attendais de Margot qu'elle le fasse, mais j'avais pas le droit. J'ai pas le droit de l'assigner, elle, à ce travail-là. Elle a le droit de ne pas avoir à m'aider encore, me soutenir, m'accompagner pour me mettre sur une voie pour essayer de désactiver les avantages. Autonomie, responsabilité. Alors pourquoi je me sentais dans l'obligation? Parce que j'avais lu un truc. C'était un principe qui est important dans le féminisme, c'est l'expérience, le standpoint, de là où on parle, le sac des expériences. En fait, le standpoint, il dit la chose suivante. Une femme, dans tout son parcours de socialisation, elle fait l'expérience de la domination et de l'oppression masculine. Du coup, elle en tire une sorte de conscience pré-politique. Les hommes, à contrario, n'ont pas l'expérience de cette oppression. Au contraire, inconsciemment ou consciemment, ils sont plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la conservation de ces privilèges, par les structures qu'ils entretiennent, même parfois par manque de conscience. Et bon, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, ok, standpoint, t'as ton sac des expériences, t'es lesté. Si tu veux faire mieux, tu attends de ta femme qu'elle t'aide. Tu attends de ta fille. Enfin, elle a 3 ans. Tiens, un autre exemple. Ça va vite, elle est chaude, hein. Elle attend la température. Je vais donner un Doliprane. Oui, je vais donner un Doliprane, ça va aller mieux, ça va tomber, mais enfin bon, voilà, ça serait bien d'aller voir le médecin. Mais qu'est-ce qu'il fait, sérieux? Louise, si ça va pas cet après-midi, tu restes avec moi, d'accord? Ok? Bonjour, docteur. Voilà. Docteur? Merci. C'est quoi ça là? Il m'a pas fait, j'étais avec toi, c'est moi qui lui ai donné le Doliprane, c'est moi qui ai vu qu'elle avait de la fièvre. Tu vas rester avec moi cet après-midi. T'inquiète pas ma chérie, tu vas rester avec moi.
ça va quoi, il me voyait pas. Pourquoi il s'adressait qu'à toi? Bah oui, puis alors quoi faire? C'est-à-dire qu'à un moment, j'aurais pu m'interposer, dire bah, docteur, parlez-moi à moi. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais créé une relation d'homme à homme, mis ma femme de côté, ou alors je laissais faire. Mais alors dans ce cas-là, quoi? Enfin bon, du coup j'accepte, papa est là, il fait tapisserie, papa est là parce qu'il n'avait pas autre chose de plus intéressant à faire dans son travail. Alors la tutelle, parce qu'à un moment je me suis dit j'ai besoin d'une tutelle intellectuelle, je l'ai trouvée récemment, avec quelqu'un qui s'appelle Léo Thiervidal. Et qui est quelqu'un qui, toute sa vie, a essayé justement de désactiver ses privilèges, de participer à des initiatives collectives en se rapprochant de groupes féministes pour amoindrir bien le bénéfice de ses privilèges. Toute sa vie, il a essayé d'être un allié. Et il propose quelques pistes pour essayer justement de sortir de ça, tenter. 3 qui concernent la sphère plutôt privée, la sphère familiale, qui est un endroit, encore une fois, je vous l'ai dit, où beaucoup de choses se jouent. Et ces 3 pistes, eh bien, c'est la non-cohabitation, la remise en cause de la norme hétérosexuelle et les relations libres. La non-cohabitation, les relations libres et sortir de la norme hétérosexuelle. C'est appliqué. Alors pour moi, c'est un peu dur à imaginer. Je pense que pour Margot, c'est pas non plus évident. J'en comprends la logique intellectuelle finalement. C'est lui par exemple conscient de la charge mentale qui appartenait à ses partenaires parce qu'il avait une relation au ménage et pour faire tourner un foyer qui était assez compliqué. Eh bien, la non-cohabitation, c'était ce moyen de sortir de ça, d'être autonome, responsable, seul. L'égalité bisexuelle, c'est pareil. Et les relations libres, ça appartient au même moteur. Bon. Alors, il ne désespère pas non plus ceux qui ne se sentent pas en capacité de mettre en place ces choses-là. Il dit qu'il y a quelque chose de très important, c'est de prendre conscience de ces privilèges et d'essayer de les amoindrir, d'amoindrir leur effet dans les relations interpersonnelles. D'essayer de les désactiver le plus souvent possible. Il dresse aussi des pistes plus collectives, parce que c'est ce qui est intéressant. Et beaucoup, d'ailleurs, passent par le rapprochement, le fait de se mettre sous tutelle intellectuelle de groupes féministes. Il y a quelque chose qui est intéressant, moi je vous en ai parlé aussi, ça concerne la même sphère d'action, c'est le travail sur l'éducation. Parce que je vous l'ai dit, la perception que j'avais de la cour de récréation, perception que j'avais de la cour de collège, de la cour du collège, et puis des espaces qui étaient présents dans ce collège, c'était des espaces qui étaient construits autour, pour les hommes, pour le masculin hégémonique. Il faut savoir qu'il y a à peu près 75% des investissements publics pour le périscolaire qui sont à destination majoritairement des hommes. Les skateparks, les city parks, 75%. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de restreindre l'espace qui est consacré à ce masculin hégémonique. Travailler sur la création d'autres espaces pour les masculinités plus périphériques, et surtout, pour les femmes, pour les jeunes filles. Alors, il y a quelque chose en Belgique qui est intéressant, qui s'appelle le gender mainstreaming. Le gender mainstreaming, c'est un décret qui oblige à s'interroger sur justement la destination, le fléchage de chaque investissement public. Et une des déclinaisons de ce gender mainstreaming, c'est le gender budgeting. Le gender budgeting, c'est regarder dans le détail la destination de chaque dépense.
Et ça se classe en 3 catégories. La première, ce sont les dépenses qui sont neutres, estimées neutres, comme par exemple l'achat de fournitures. Bon, voilà. Grosso modo, les fournitures, c'est pas trop structuré par le genre. La deuxième, ce sont les dépenses spécifiquement genrées. Par exemple, une subvention qui irait à une association qui viendrait en aide aux femmes victimes de violences. La question de la destination de cette subvention ne se pose pas. Et puis tout un gros paquet d'investissements qui sont des dépenses agenrées, plus loin genrées. C'est-à-dire sur lequel il faut faire ce travail de se poser la question de la destination. Par exemple, dans ce décret, imaginons le football, par exemple. Eh bien, si une subvention va au football, on va essayer d'apporter football majoritairement masculin. On va essayer d'apporter une subvention équivalente à des sports majoritairement féminins. Mais au sein même du football, c'est se dire, la subvention qui est allouée au football, il faut qu'elle aille à part égale ou de façon assez symétrique au football masculin et au football féminin. Et puis une part est aussi consacrée à essayer de casser les stéréotypes autour du football. Pour faire en sorte que les femmes, les jeunes filles, se sentent plus légitimes à pratiquer ce sport. Et donc faire en sorte aussi qu'elles aient des modèles qui soient valorisés et valorisants autour de ce sport. Voilà. Essayer d'aller au-delà de la prise de conscience, tenter de désactiver des privilèges, et puis sortir aussi de cette question du genre. Tenter de sortir de cette question du genre. L'été dernier, on est allé en Espagne avec Louise et Margot. On a longé la côte avec un camping-car que mes parents nous avaient prêté. Et un soir, on s'arrête au bord d'une plage. Voilà, en bas, en contrebas, on voit une plage magnifique, avec des rochers. Enfin, c'est vraiment sublime. Donc, on est rincé, on a conduit toute la journée. On descend, on s'installe. Il y a des familles qui courent un peu partout. Et là, Louise vient vers moi. Papa, j'aimerais trop qu'on attrape un crabe. Pourquoi tu veux qu'on attrape un crabe? Mais si papa, regarde le papa là-bas, il attrape plein de crabes. Il est en train de remplir tout un seau. Eh ben, c'est bien pour lui. Non mais, Louis, je suis fatigué là, on a conduit toute la journée, je voudrais me dire... Non, allez papa, s'il te plaît, un crabe, un petit crabe. Petit crabe. T'as demandé à maman si elle voulait attraper des crabes? Non papa, comme le papa, c'est toi qui le fais. Mais moi j'ai... Les crabes, ma chérie, ça pince. Mais allez papa, moi je veux un crabe papa. Bon, t'as un seau? Oui, bah super, merci. Et t'en as vu un crabe au moins? Oui, il y en a un là. Il vient de rentrer dans le petit trou. Dans le petit trou là? Le petit trou qui mène au très très gros rocher. Louise, ça se trouve, le petit crabe, il a rejoint un énorme crabe qui se trouve juste derrière, dans le rocher, qui en fait est tout creux. Tu te rends compte de ça? Allez papa, arrête avec ton gros crabe, vas-y, va chercher le crabe. Ah non, je peux pas, écoute, Louise, je peux pas, papa, non, et ben va avec le papa qui est bien mieux que moi, voilà, il a attrapé plein de crabes. Je peux pas, ça se trouve il va me pincer, il y a son papa crabe ou sa maman crabe dans le rocher qui vont me pincer aussi. Non, stop, papa va se reposer sur sa truc là. Je suis assis sur ma serviette, j'en ai pas large. Pas capable d'attraper un crabe, un petit crabe. J'avais peur des crabes, j'ai peur des crabes. Ouais. C'est comme ça, ma chérie. Papa n'aime pas courir après les crabes.